mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui a le plaisir de recevoir ce dimanche Thierno Alassane Sall. Il est le président de la République des valeurs, député non inscrit. C'est un plaisir, encore une fois, M. Sall, de vous accueillir à Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. C'est à moi de vous remercier, Baye Omar, et de saluer au passage l'ensemble de vos auditeurs. C'est toujours un plaisir immense d'être au micro de Sud. Plaisir partagé. Dans ce pays. Merci beaucoup. Alors, Thierno Alassane Sall, il sera question dans cette émission de la suppression du CSE et du HCCT. CSE, c'est le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales. Ensuite, oui, le projet de dissolution de l'Assemblée nationale est également annoncé. Qu'en est-il? Et oui, affaire ONAS, si affaire il y a, je nous en dirai un peu plus dans cette émission. Alors, première question, c'est d'abord la rencontre de la commission des lois. Vous connaissez déjà les résultats issus de cette réunion. 16 voix contre 14. Le projet de loi est rejeté par les députés de Benno dans le cadre de la commission des lois. Oui, surprise pour vous? Non, en aucune façon. Puisque vous savez que le Benno, de manière générale, a cautionné la mise en place de ces institutions, le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Et pour l'essentiel, d'ailleurs, ce sont des responsables de Benno, à part quelques membres de la société civile ou des institutions comme le patronat, les syndicats, qui sont majoritairement dans ces deux institutions-là. Et il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils scient, comme on dit, la planche sur laquelle ils sont assis. Et la situation sera à peu près la même au niveau de la session plénière qui est prévue ce lundi, de la séance plénière prévue lundi, parce que je vous rappelle que ces deux institutions ont été créées par la Constitution. Et donc, il s'agit de réviser la Constitution. Article 103, constitutionnel, oui, 103 de la Constitution. Il faut les 3/5 des suffrages exprimés pour pouvoir... C'est-à-dire qu'il faut qu'au moins, si tous les députés étaient présents, 165, il faut 99, pour parler clairement. Et dans ce cas, il faudrait qu'au moins une vingtaine de députés de Benno s'associent à l'ensemble des autres députés pour pouvoir voter la révision. Ça veut dire que le président de la République et le Premier ministre en soumettant, et le gouvernement en soumettant ce projet de loi, savaient qu'elle n'a aucune chance de passer. Oui. Et ils savent pertinemment, et c'est ça qui est un peu triste et dommage. Je dois dire que ces institutions, nous sommes pour leur suppression. Pourquoi? Parce que nous avons toujours dit, et nous, en République des valeurs, dans notre programme, on avait évalué le budget de ces deux institutions à peu près 15 à 16 milliards par an. On avait dit que nous allions affecter ça en priorité à mettre en place des cliniques privées, par exemple, pour pouvoir attaquer les zones rurales et pouvoir fournir aux populations une santé de proximité. Une meilleure santé. Une meilleure santé. Je ne vais pas m'y étendre, mais c'est pour dire que nous étions d'accord pour la suppression. D'autant plus que si on mesure l'impact politique, économique et social de ces institutions-là, on se souviendra difficilement de quel rapport ils ont produit, de quelles contributions elles ont été pour le Sénégal. En termes d'impact. D'impact. Oui. Alors, mais finalement, quel est le problème? Ils ont voulu rester en phase avec un engagement électoral. Ils avaient justement annoncé une fois à pouvoir qu'ils allaient dissoudre ces deux institutions. C'est le prétexte. C'est le prétexte avancé. C'est le prétexte. C'est le jeu politicien. Parce que, Baye Omar, vous voyez, quand vous voyez la porte et vous voulez cogner sur le mur, parce qu'ils savent que le Benno, sauf à se renier, sauf à dire que nous avions pendant 5 ans ou 2 mandats, 10 ans,
nous avions validé des institutions qui n'ont aucun sens, le Benno, à 2 semaines de la dissolution de l'Assemblée nationale, ne va pas les suivre. Ils le savent pertinemment. Première chose. Et deuxième chose, mais les gens de Benno, ils vont être solidaires entre eux, ils vont vers des élections législatives. Donc ce sera une course pour figurer sur les listes électorales de Benno. Et ils vont se faire la guerre entre eux, avec risque que les... Donc, le gouvernement savait que les gens de Benno, ce qu'ils veulent comme prétexte, c'est de dire que, vous voyez, cette assemblée est antipopulaire. Elle n'est pas pour le progrès, elle n'est pas pour les réformes. Donc, il faut la dissoudre et on va la dissoudre. Et je vais ajouter autre chose. Cette réforme s'inscrit dans le cadre d'un programme que le président de la République a rappelé le 3 avril dans son discours à la nation. L'ensemble des réformes consiste en un paquet où il y a par exemple les fonds politiques, je veux dire économie pour économie, rationalisation pour rationalisation. Le président de la République, d'un trait de plume, prendre la décision de dire je me passe des fonds politiques dont ils avaient dit par ailleurs. Caisses noires. Des fonds politiques, caisses noires comme on dit trivialement, appelez comme vous voulez, mais qui sont des dépenses, comme l'avait rappelé à plusieurs reprises M. Ousmane Sonko quand ils étaient dans l'opposition, que c'est des fonds intégralement à la disposition du président de la République. Il avait même dit en Wolof que c'est haram, il était même allé dans le registre du moral et non de la loi. Mais du point de vue de la loi et de la rationalité politique, c'est des fonds qui servent à corrompre, il l'a dit, à corrompre le personnel politique. Mais parmi les premières mesures à prendre, si on veut rationaliser, si on veut ramener une sorte de sérieux dans ce pays, c'est d'arrêter les fonds politiques. Ils ne l'ont pas fait. Et ça demande aucun vote. Le président de la République, on l'a entendu dire que oui, je vais mettre en place une commission qui va surveiller. Par parenthèse d'ailleurs, cette commission ne doit pas être mise en place par le président de la République, mais par l'Assemblée nationale, parce que c'est l'Assemblée nationale qui doit dire comment les deniers de l'État sont utilisés et en surveiller l'utilisation. Et ça, c'est la première chose. Mais nous sommes dans une fenêtre de temps. Si vous voulez, le président s'était engagé à un ensemble de mais réformes. quelle alternative vous auriez pu, vous, par exemple, proposer? Parce qu'eux, il leur faut quand même aller dans le sens de la réalisation justement des engagements pris vis-à-vis du peuple pour lequel ils ont été investis. Je dis bien, nous applaudissons, mais déjà... Oui, mais vous leur proposez quoi comme alternative? Parce que quand même... C'est ce que je veux vous expliquer rapidement. Le 3 avril, le président de la République a dit, voilà les réformes qu'on va conduire. On reviendra progressivement sur l'ensemble de ces réformes. Et il dit, je vais appeler à un dialogue. Je crois que c'est cette fenêtre-là, les 3, 4, 5 mois, les premiers mois de son régime-là, c'est là où il y a une fenêtre d'opportunité pour faire les réformes consolidantes pour la démocratie. Tout le monde s'entend, en tout cas ceux qui s'intéressent au moment les plus opportuns pour réaliser des réformes en profondeur dans ce pays, c'est dans cette situation-là. Parce que voyez-vous, si le président de la République était venu en disant on va toucher aux fonds politiques, on va réviser la Constitution et le Code électoral pour pouvoir organiser des élections dans des conditions optimales. On va revenir sur ces aspects-là. On va supprimer les institutions budgétivores. On va resserrer l'administration pour supprimer les agences inutiles et budgétivores. Et je peux vous en citer un certain nombre, des agences qui font doublon dans l'administration et qui ont été largement pourvues. En ce moment, on saura que le président de la République, fidèle aux engagements de campagne, qui veut changer en profondeur le pays, invite tout le monde dans ces situations-là au dialogue. Et du 3 avril au 30 juin, la date de fermeture, de clôture de la session ordinaire, on aurait pu prendre le temps de faire les débats nécessaires pour organiser. Mais ils ont, même si le prétexte d'économie était valable, ils ont laissé filer 3 à 4 mois. Où le Conseil économique, le HCCT, était presque en dormance. Mieux, le président lui-même a installé les membres qui ont été nommés par décret par le président Macky Sall au moment de partir, en juin. Donc, attendre la fin de la session ordinaire, qui a pris fin le 30 juin, une première session extraordinaire pour réviser le règlement intérieur de l'Assemblée. Et à 3 semaines de la dissolution de l'Assemblée, amener un projet qui ne peut être fait qu'avec l'accord de Benno, sans consulter Benno, me semble être une volonté de dire à Benno, comme du houré sur la place publique ou comme un jeu de dames, je pousse un pion pour vous mettre dans la trappe et je vais voir comment vous allez réagir et le peuple est en train de voir qui est le plus fort dans ce jeu. Cette République, ce n'est pas du jeu.
Oui, mais maintenant, ils ont des objectifs, ils ont des défis à relever. Encore une fois, Thierno Alassane Sall, vous, à la place des tenants du pouvoir, parce qu'aujourd'hui, le besoin de rationaliser est un impératif catégorique. Quelle alternative pour justement éviter cette tension dont vous faites allusion? Vous parlez, oui, de prétexte. Mais à la place du prétexte, quelle alternative? Moi, je suis d'accord qu'il y ait une révision. Oui. Que cette révision-là, qu'on s'asseye, qu'on discute de l'ensemble des... Vous auriez proposé le dialogue. Un dialogue oui. ouvert, clair, où chacun vient avec ses propositions. Et je vous dis que c'est la meilleure fenêtre pour organiser ce dialogue. Dans tous les pays du monde, il y a des fenêtres si on les rate. Et l'histoire du Sénégal, je convoque même l'histoire récente du Sénégal. Vous savez, en 2012, quand on a raté la révision de la Constitution et les réformes les plus importantes de 2012, on a laissé au président Macky Sall le temps d'aller jusqu'en 2016, de passer une première élection, des élections locales, de faire l'élection législative. Il avait tous les leviers du pouvoir. Et à l'intérieur du pouvoir même, se dessinaient des lignes de fracture et un instinct de conservation de ce même pouvoir. Le truc d'un pouvoir, c'est de se maintenir. La finalité et l'objectif d'un pouvoir à 99,99%, c'est de se maintenir. Donc vous voulez faire des réformes quand vous avez déjà dans votre camp des lignes de fracture qui se jouent, des gens qui sont députés, ministres, présidents de ceci et cela, qui chacun veut monter. Leur jeu, ce sera plus d'engager des réformes structurelles, consolidantes, qui transforment en profondeur le pays. Leur jeu, c'est d'utiliser la Constitution comme le président de la République, Macky Sall, et tous les autres l'ont utilisé pour consolider leur pouvoir. Donc, si on veut réviser, c'est aujourd'hui, pendant que le président Diomaye lui-même n'est pas encore dans le goût du pouvoir. Donc, je dis, aujourd'hui, un dialogue s'impose, si on veut vraiment pousser le Sénégal de l'avant, pour dire, avant d'aller à des élections législatives, il y a dans la Constitution et le Code électoral des problèmes majeurs que nous avons tous actés et sur lesquels nous sommes tous d'accord. On n'a presque pas besoin de dialogue. Que ce soit le PASTEF, Avenir Sénégal, Boumoubeg de Cheikh Tidiane Dièye, Boubacar Camara, nous-mêmes, et tous, on a signé la charte des assises nationales et un programme de révision de nos institutions pour les rendre plus conformes à nos aspirations, celles de tous ceux qui ont participé aux assises et à tous les dialogues qui ont eu lieu depuis 2008 au moins. Donc, il n'y a aucun problème. Et quels sont ces points? Point fondamental qui a failli faire sauter le pays en 2022. Vous vous souvenez des problèmes de listes titulaires, de listes suppléants des deux grandes coalitions qui ont été retoquées pour des, disons, pour des broutilles, j'allais dire, parce que c'est des erreurs matérielles qui ne changent en rien fondamentalement à la qualité de ces listes-là et à la validité de ces coalitions. Ça n'a pas été accepté pour des détails. Est-ce que ça, on va aller à des élections avec les mêmes problèmes? Vous vous souviendrez, plus grave, que le président de la République a pris sur lui, et c'est dans la Constitution, article 150-151, de dire je mets 90 députés sur les listes majoritaires départementales, parce que je pense pouvoir gagner facilement ces départements. Et je répartis ces 90 dans les départements selon le poids politique ou selon les chances que j'ai de remporter tel ou tel département. Et je mets que 75 sur les listes proportionnelles nationales. De sorte qu'il est beaucoup plus difficile pour un député inscrit sur une liste nationale d'être élu que pour un député inscrit sur une liste départementale. Le quotient de électeurs est différent. C'est lié au fait que le président de la République, on lui donne la possibilité de déterminer, il n'y a aucune chose qui l'empêche de mettre demain 100 sur les listes départementales s'il pense que ça arrange son parti politique. Et de mettre 65 sur les listes proportionnelles. Et ça avait été contesté par l'ensemble de l'opposition. On avait dit qu'on peut mettre en place des critères plus justes. Dire que un département, un député doit représenter entre, par exemple, 30 000 à 40 000 électeurs. Et donc, chaque fois qu'il y aura un département où il y a un nombre d'électeurs représentatifs de ça, on va affecter un nombre de députés. Et maintenant encadré par un minimum et un maximum, bien sûr. Et une agence autonome aurait dû être en charge d'appliquer ces dispositions, comme pour le parrainage. Comme pour le parrainage.
Mais on a laissé à un président de la République qui est une partie prenante importante au jeu, parce que c'est lui qui cherche une majorité à l'Assemblée nationale. Donc il a intérêt à utiliser toutes les ficelles et toutes les ouvertures que lui offre la Constitution pour favoriser son camp. On avait dit que ça, il faut le changer. Ce qui avait valu d'ailleurs la mise en place d'une intercoalition Yewwi Wallu en 2022. Donc, le PASTEF et le président Diomaye s'étaient engagés à mettre en place, et il l'a rappelé le 3 avril, il s'était engagé à mettre en place une agence autonome, en tout cas autorité autonome de gestion des élections. Pourquoi cette autorité est importante? C'est elle qui va dire, voilà, de par la loi et de par les statistiques dont on dispose à partir du ministère de l'Intérieur ou de l'ANSD sur le nombre d'inscrits, les populations des localités, etc., voilà les critères d'affectation du nombre de députés par département et sur la liste nationale. Et s'il y a une liste qui a envie de contester ça, elle peut aller au Conseil constitutionnel. C'est pourquoi nous avions dit qu'on doit sortir le président de la République, qui est un élément du jeu, qui est intéressé au jeu, à la détermination de ces éléments. Je donne un autre exemple. Le ministère de l'Intérieur a refusé de donner des fiches de parrainage à certains candidats récemment. On est sûr qu'il a reçu des instructions du président de la République. Nous sommes tous sûrs que c'est comme ça que ça s'est passé. Est-ce que nous voulons aller à des élections où le président de la République peut donner des instructions au ministre de l'Intérieur ou à la direction générale des élections? Faites ceci, ne faites pas cela. C'est ça d'ailleurs qui amène des situations de contestation. Vous avez vu les gens qui étaient allés devant la direction générale des élections, parce qu'on pense que c'est directement l'adversaire politique et le président de la République qui agit. On a repris les mêmes vieux réflexes, les mêmes vieux démons qui ont fait que le Sénégal n'a jamais progressé vraiment dans la démocratie. Baye Oumar, vous vous rendez compte, le Cap-Vert à côté, sur tous les instruments de mesure, est plus démocratique que le Sénégal. Le Botswana est plus démocratique que le Sénégal. Vous vous rendez compte? Nous avons été à un moment donné le phare de la démocratie en Afrique. Alors, dans la dynamique de suppression des deux institutions, ajouté à l'avis sollicité par le chef de l'État auprès du Conseil constitutionnel, il est clair qu'un avis reste un avis. Jusqu'ici, le contenu n'est pas dévoilé. Oui, dans ce cadre-là, quelles conséquences cela peut-il entraîner justement en perspective de ces élections anticipées annoncées? Je crois d'abord, pour rester d'abord sur l'Assemblée avant de lier les deux, la transparence, la redevabilité, il voulait que si le président de la République, qui se dit que j'ai démissionné du parti et je reste à équidistance des partis politiques, s'il pose un avis qui intéresse l'ensemble des acteurs qui vont aller aux élections législatives, il puisse dire que j'ai requis l'avis du Conseil constitutionnel sur tel ou tel sujet. Voilà la réponse du Conseil constitutionnel sur ces questions-là. Parce qu'il n'y a pas que la date qui est importante. Puisque la date, nous tous, nous sommes d'accord que, comme la Constitution dit 2 ans, comme l'Assemblée a été installée un 13 septembre, à partir du 12 septembre, ils peuvent dissoudre. Malgré ce qu'avaient voulu dire certains Cassandre ou Faucon qui ont dit on peut dissoudre le 31 juillet, etc. Mais à partir du 12 septembre, ça c'est constant. Mais il y a d'autres questions plus fondamentales. Et je soupçonne le président de la République d'avoir interrogé le Conseil constitutionnel sur ces questions fondamentales, et nous, on ne sait pas les réponses. Et sans doute, le PASTEF connaît déjà les réponses. Et le PASTEF connaît déjà la date des élections législatives. Parce qu'il s'agit de quoi? La Constitution dit que après la dissolution, il faut 60 jours au plus tôt et 90 jours au plus tard pour organiser. Ces dispositions, c'était avant les autres dispositions de la Constitution qui ont introduit le parrainage. On est toujours au niveau de la Constitution. La Constitution dit qu'il faut le parrainage. Or, le parrainage, pour qu'il puisse être opérant, ne peut pas s'organiser en 2 mois ou 3 mois. Rien que la collecte du nombre de signatures demandées, si on veut la faire sérieusement et objectivement, on a vu que c'est très difficile et que ça prend au moins 2 à 3 mois. Je fais par parenthèse, ni le PASTEF, ni nous, ni toute l'opposition n'étaient d'accord sur le système de parrainage à l'époque. Et donc, si on déroule le système de parrainage, les dépôts de candidature et un certain nombre de choses, on sort largement des 3 mois. Le président de la République, sachant que les dispositions de la Constitution relatives aux dates de 2 mois et 3 mois sont incompatibles avec les dispositions du Code électoral qui définissent les périodes de parrainage,
la campagne électorale, un certain nombre d'activités liées au parrainage, contrôle de parrainage, etc., on sort largement des 3 mois, a dû interroger le Conseil constitutionnel en lui disant à quelle date je pourrais organiser, si je dissous l'Assemblée nationale, à quelle date pourrais-je organiser les élections? Quelle est? Mais il a la réponse certainement. Je ne peux pas imaginer qu'il n'ait pas demandé au Conseil constitutionnel son avis là-dessus. Oui. Il y a plusieurs pistes possibles. Oui. Le Conseil constitutionnel lui a donné certainement son avis en tenant compte des dispositions de sa lecture de la Constitution et du Code électoral. Vous vous souvenez, quand il y a eu le report de l'élection présidentielle par Macky Sall et qu'il a fallu fixer une nouvelle date, il y a eu beaucoup de polémiques sur cette nouvelle date en tenant compte des 3 semaines de campagne, des dispositions de la Constitution qui disent qu'il faut que le mandat du président se termine le 2 avril, ainsi de suite. Et Bassirou Diomaye, qui a vécu cette situation, peut-il nous amener d'abord dans un processus qui amène de la contestation par rapport à l'application du code électoral, qui est un instrument d'organisation très imparfait des élections, mais qui est un instrument quand même plus ou moins sur la table. Et il veut peut-être réduire même les délais consacrés par cet instrument, délais que de l'avis de beaucoup d'acteurs posent problème par rapport au parrainage, par exemple, et nous amener dans une situation qui risque d'être très polémique dans un moment où le pays a besoin de mobiliser ses ressources, son intelligence pour s'attaquer aux problèmes économiques, pour s'attaquer à l'insécurité, pour s'attaquer aux jeunes qui vont en mer. C'est pourquoi je dis, puisqu'on va vers des élections législatives, le préalable eût voulu que la Constitution fût révisée, qu'on révisât la Constitution pour la rendre conforme à tout ce que je viens de dire et sur lesquels et lui, et moi, et l'opposition, et les partenaires de la société civile, et tous ceux qui sont amoureux d'un Sénégal de progrès démocratique, d'un Sénégal apaisé, tous sont d'accord que ces réformes sont indispensables. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est je prends une assemblée qui est à ma dévotion pour pouvoir organiser ces réformes-là. On a entendu cette chanson, Baye Omar. C'est ce que Macky nous avait promis. C'est ce qu'Ablaye Wade nous avait promis. Mais vous convenez avec moi que un régime nouvellement élu ou un président nouvellement élu a besoin d'une majorité pour faire passer ces lois et ces réformes. Eux, ils avaient dit, et ils ont toujours dit, soutenu, que... Mais ils ont besoin de majorité. Mais je vous réponds. Eux-mêmes, ils ont soutenu qu'il n'est pas sain en démocratie. C'est eux qui l'ont dit en 2022 durant la campagne. Qu'il n'est pas sain en démocratie que le président de la République disposa d'une majorité massive à l'Assemblée nationale au point de pouvoir faire ce qu'il convient. Le dernier élément maintenant, c'est que Baye Omar, il y a un problème entre le Premier ministre et l'Assemblée nationale. Quel problème? Et je m'étonne que même la commission des lois puisse changer. Moi, je suis allé à l'ouverture de la session extraordinaire. Vous n'avez pas changé? Par respect. Non, je ne suis pas membre de la commission. Mais je considère que le Premier ministre... Je suis un non-inscrit, mais je ne suis pas membre de la commission des lois et j'irai en plénière. La commission, j'aurais pu aller à la commission des lois. Parce que mais vous ne pouvez pas voter. Oui, mais je ne peux pas voter. Tout député peut venir assister au débat, mais je connaissais déjà de loin le résultat. Je pouvais deviner le résultat. Il n'avait aucun intérêt. Et pourquoi? Et on peut deviner le résultat de la session, de la séance plénière. Il n'a aucun intérêt. Pourquoi je dis que le président, ça va être Premier ministre aussi. Mais parce que j'ai dit, article 103 de la Constitution, la révision de la Constitution exige 3/5 des suffrages exprimés. Pour vous, ce n'est pas possible? Je me demande, sauf à ce que les gens de Benno rejoignent les gens de Yewwi, Wallu, etc. Je me demande comment c'est possible. Ça aurait été possible si le président avait voulu faire un dialogue et discuter avec l'opposition pour leur dire, maintenant que les Sénégalais ont choisi de tourner la page, il y a un certain nombre de réformes à engager parce que j'ai reçu mandat d'engager ces réformes. Par le dialogue dont il parle là, c'est là qu'il a un sens. Et ne me dites pas que ce dialogue n'était pas possible. Ce dialogue était possible parce qu'il y a eu un dialogue plus compliqué au Cap Manuel.
qui a permis de débloquer des situations plus compliquées. Qu'on ne nous dise pas que le dialogue n'est pas possible. C'est-à-dire que dans ce pays, on veut dialoguer quand on veut, le soir, à l'abri des Sénégalais et des oreilles des Sénégalais, du regard des Sénégalais. Jeune Afrique, c'est, les chancelleries étrangères, c'est, des étrangers même se mêlent d'apporter leur mot et de participer à ce dialogue-là à l'ombre, sans que les Sénégalais ne sachent. Et quand il faut aller à l'Assemblée nationale, qui est le lieu par excellence de dialogue, parce que dans le règlement intérieur de l'Assemblée, l'opposition même a droit à participer à des commissions, a droit à diriger des commissions, etc. Le lieu par excellence du dialogue, on dit, le président dit, je ne dialogue pas à ces gens, je leur demande de se soumettre à ma volonté exclusive, sachant qu'ils ne le font pas. Il fait exprès de faire rejeter son projet de réforme. Il faut que les choses soient dites, parce qu'on n'est quand même pas dans un pays où on veut marcher par la tête. Il faut qu'on accepte de dire les choses telles qu'elles sont. Donc, je disais, le Premier ministre, d'abord, mais vous avez entendu Baye Omar quand il a dit que je ne viendrai pas à l'Assemblée faire ma déclaration de politique générale, qui est dans la Constitution. Mais c'est parce que le règlement intérieur posait problème. Parfait. Le règlement intérieur posait problème, je n'étais pas d'accord, mais toujours est-il qu'on a révisé le règlement intérieur. La première chose, c'est quoi? C'est de dire, déclaration de politique générale, je vais venir, voilà les réformes qu'on va engager, on va réformer la Constitution pour supprimer la HCCT, etc. On va réformer les fonds politiques. Déclaration de politique générale, nous donner la feuille de route où il veut aller. C'est le premier acte. Dans un pays démocratique normal, c'est même pas 3 mois, c'est même pas 10 mois. Dans un pays qui se veut sérieux, c'est au bout de 15 jours, plus tard, le Premier ministre est devant. S'il sait où il veut aller. C'est la confiance de sa capacité à expliquer où il veut aller. S'il a compris ce qu'il veut porter et ce que le pays attend de lui, ce que le moment attend de lui, ce que l'instant attend de lui, s'il a l'intelligence politique et les compétences techniques pour pouvoir le faire, il n'a pas besoin de 3 mois. Maintenant, s'il n'a pas de mépris vis-à-vis du Parlement, le Parlement ne peut pas faire tout ce travail-là. Ils font comme si tout cela n'existe pas et ils nous amènent une proposition de loi de révision constitutionnelle. Je trouve que... Oui, mais je trouve que je trouve que les camarades, les collègues, l'ensemble des collègues, de Yewi, de Wallo, de Benno, tous, qui nous parlent de redonner, depuis 2022, assemblée de rupture, législature de rupture. C'est le moment et le lieu de montrer qu'il y a la rupture. Mais je vois bien que le sens des votes là, il n'y a aucune rupture. Chaque camp campe sur ce qu'il considère être ses intérêts stratégiques et ses intérêts de camp. Et pour vous, quel est le meilleur intérêt pour vous, pour le pays? D'abord, c'était de dire au Premier ministre, on ne peut pas discuter. Parce que c'est le 29 juin, on a renvoyé le ministre du budget, des finances et du budget, avec son débat d'orientation budgétaire qui a été suspendu. Je ne suis pas d'accord dans les conditions et les termes, mais ce serait ouvrir un autre débat. Mais l'Assemblée nationale a refusé d'écouter le ministre en disant que tant qu'il n'y a pas de DPG, tant que le Premier ministre n'est pas venu faire sa DPG, on ne vous écoute pas sur des détails d'exécution de cette politique. Parce que même la révision de la Constitution fait partie de la vision qu'ils veulent, du projet, comme ils diraient eux, qu'ils veulent imprimer au pays. Maintenant, au lieu de nous offrir une vision, ils nous offrent la division. OK? Et donc, de la même manière, le président de la République, le Premier ministre sont tenus de faire montre de respect à la Constitution, article 55, qui dit qu'il faut faire sa déclaration de politique générale. Au lieu de convoquer une session extraordinaire pour d'autres sujets, la première des choses, après tout ce qui s'est passé, est par respect, par sens du dialogue. Parce que là, ceux qui sont dans la provocation, ce n'est pas l'Assemblée nationale. C'est ceux qui, après avoir fait en sorte que l'Assemblée nationale procéda à la révision du règlement intérieur, disent maintenant, bon d'ailleurs, non seulement on ne s'en occupe plus, on ne vient plus faire la déclaration politique générale, mais vous allez, d'ailleurs, on vous informe qu'on a parlé avec le Conseil constitutionnel, on va vous renvoyer, mais avant de vous renvoyer, on vous demande d'ailleurs de suicider vos amis du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Voilà ce qu'ils disent au Bénin. C'est de la provocation politique. Moi, je suis neutre, je regarde les choses, mais je dis, on a besoin de vision.
Baye Omar. On a besoin que l'Assemblée nationale vibre de débats sur la politique générale. Qu'est-ce qu'ils veulent vendre au pays? Où ils veulent amener le pays? Mais là, c'est de la division. On demande la vision, c'est de la division. Oui, mais de quelle Assemblée nationale il va falloir maintenant poser? Parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle donne avec cette présidentielle qui donne plus de 54% au chef de l'État nouvellement élu. Aujourd'hui, avez-vous l'impression que du point de vue de la légitimité, cette Assemblée peut constituer justement cette institution capable avec cette nouvelle donne que constitue la dernière présidentielle? Faudrait-il pas aller directement à des élections législatives et trancher une bonne fois? Merci pour cette question, je vais vous répondre. Oui. Cet esprit est dangereux. Il n'est pas... Encore. Je vais vous dire. Oui. Cet esprit est dangereux parce que dans l'avenir, comme c'est arrivé en 2022, on peut se retrouver avec une Assemblée nationale qui est totalement en rupture avec le président de la République. Si on dit aujourd'hui que l'Assemblée a perdu la légitimité parce qu'un nouveau pouvoir est venu avec 54%, demain, quand tu auras une Assemblée élue qui est en contradiction avec l'occupant du palais, on va dire que le président est illégitime et on n'a pas les moyens de le démettre. Et comment on va faire? On va lui mettre les bâtons dans les roues, on va dire qu'il faut organiser son départ. Vous voyez en France, par exemple, je vous donne un exemple. C'est différent. Non, mais laissez-moi terminer mon exemple et me dire en quoi il est différent. Aujourd'hui, le président Macron est en minorité. Si c'était au Sénégal, on va dire il faut qu'il quitte parce qu'il n'a plus la légitimité. D'ailleurs, en France, il y a des gens qui disent qu'il faut qu'il quitte. Je considère que ce qui donne la légitimité, c'est la Constitution. La Constitution dit, quel que soit Alpha, le président peut dissoudre l'Assemblée dans des conditions précises, 2 ans après l'installation de l'Assemblée. Pourquoi elle le dit? Parce qu'on peut se retrouver dans une situation de blocage de l'Assemblée nationale, de blocage de l'Assemblée nationale, pas de délégitimité de l'Assemblée, de blocage de l'Assemblée nationale où il faut faire quelque chose. Alors, la dissolution a été introduite comme moyen d'aider à débloquer ces situations sans crise. Mais, en aucune façon, il n'est dit dans l'esprit ni dans la lettre de la Constitution que le mandat du député peut perdre sa légitimité parce qu'un pouvoir nouveau s'est installé et quitte. Tout comme le contraire. Et si nous voulons, comme aux États-Unis ou ailleurs, dans tous les pays démocratiques du monde, dans les démocraties majeures, comme on aime à le dire, les élections de mi-mandat aux États-Unis en général, font venir un Sénat ou une Chambre des représentants qui est totalement en rupture avec l'occupant de la Maison-Blanche. C'est le cas actuellement avec le président Biden et son parti, les démocrates, sont en minorité à la Chambre des représentants. Ils ont une courte majorité au Sénat. Mais le jeu des institutions tel qu'il est fait là-bas fait que chaque 2 ans, on remplace et donc il y a des possibilités de réajuster. Oui. C'est ça la démocratie. Oui, mais on ne peut pas dire que parce que le président de la République, il y a un Sénat aux États-Unis ou une Chambre des représentants, ou ici des députés qui viennent d'être élus, qui sont en nombre suffisant de l'opposition, qui sont contre lui, qu'il perd sa légitimité. Comme on ne peut pas dire que l'Assemblée nationale perd sa légitimité. L'Assemblée nationale tient sa légitimité de la Constitution et les articles de la Constitution sont clairs, disposent qu'on peut dissoudre. Oui. Ça, il n'y a aucun problème. Oui, mais justement. Oui, il n'y a aucun problème, mais il n'y a pas de perte de légitimité. Ça veut dire que jusqu'au jour où l'Assemblée part, elle a la forte légitimité de se réunir, de vote. La preuve, c'est qu'ils ont amené une loi. Oui. Alors, de révision constitutionnelle. Oui, mais, et comme je dis simplement, le hiatus dans cette affaire-là, c'est la manière de procéder. Mais on est d'accord. Moi, j'ai encore une fois, je dis, la suppression... Sur le principe, vous êtes d'accord? La suppression, mais... Oui. C'est la manière. C'est du roubé, comme on dit en Wolof. Politique. Oui. C'est du roubé politique, c'est de la provocation politique. Que de dire... S'agit-il de la provoque ou de la réelle politique? De la provoque, je termine ma phrase, de dire je garde les fonds politiques, 9 milliards, quand même, pour une seule personne. Comme disait Ousmane Sonko, le président peut mettre tout cet argent dans une chambre, brûler ça, et puis il n'y a aucun problème. Il dit, je conserve cet argent. On lui dit, mais comment vous avez dit que vous n'allez pas toucher, que c'est haram.
Mais apparemment, les fonds politiques vous posent problème. Il dit oui. Non, mais c'est un exemple simple. Oui. Ils sont dans les réformes, ils n'ont pas encore fini. C'est la réforme la plus simple à mettre en place. Vous dites, je ne prends pas, je reverse ça au trésor. Aujourd'hui, la plénière est prévue pour ce lundi. Vous dites carrément qu'il n'y aura pas de surprise, ça va être dans la même dynamique que la commission des lois. Bayamar. Oui. Ça va très bien. Le président de la République ne peut pas manquer, le Premier ministre ne peuvent pas manquer de faire le calcul. C'est qu'ils n'ont pas une majorité, encore moins une majorité de 3/5. Et qu'ils ne peuvent pas, que cette loi ne peut passer qu'avec la volonté de Benno. Vous ne pouvez pas, sans consulter Benno et le reste des députés, des non-inscrits et les autres, dire, votez sans dialoguer avec eux, sans discuter avec eux, votez cette loi, sinon le peuple en tirera la conséquence que vous êtes contre le progrès et la démocratie. Maintenant, quelles conséquences? Moi, je ne sais pas, je ne peux pas préempter de ce qui va se passer. Peut-être que les gens de Benno vont voter, j'en sais strictement rien. Mais tel que c'est parti, ça m'étonnerait. C'est ce que je dis. Quelles conséquences? La allusion faite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Oui, la conséquence, c'est qu'ils auront essayé dans la manipulation. L'État ne doit pas être dans la manipulation. L'État ne doit pas être dans la volonté. Je dis l'État, le parti au pouvoir. Ce n'est pas l'État. Le parti au pouvoir ne peut pas utiliser, c'est ce qu'on a vécu jusqu'ici, les ressorts de l'État pour vouloir vouer aux gémonies une opposition. Il faut construire avec une opposition des relations, même si c'est difficile. J'avoue qu'avec Benno, ça peut être très compliqué, très difficile. Mais justement, la hauteur de ceux qui ont gagné et qui veulent un monde nouveau doivent avoir la générosité, l'empathie et la grandeur de ceux qui veulent créer un monde nouveau. Et dire, toutes les ruines, tous les désastres du passé, on oublie. Surtout qu'eux, ils ont su dialoguer, je dis encore une fois, au Cap Manuel. Donc, vraiment, et je crois aussi que, en part cette lumière rouge, il y a d'autres alarmes qui s'allument. J'ai parlé des fonds politiques, par de cette volonté d'utiliser la Constitution et les avantages qu'un président de la République qui veut aider son camp peut trouver dans la Constitution électorale pour imposer sa majorité. Mais je parle aussi des nominations et autres scandales, on y reviendra. On a ces autres. Donc, pourquoi voulez-vous qu'on donne un chèque en blanc à ceux qui disent « Oui, nous sommes pour les réformes, oui, nous apportons le progrès ». On a entendu déjà cette chanson, mais ça fait depuis nos indépendances qu'on l'entend. Même le colonisateur d'ailleurs disait « Je viens pour vous apporter le progrès, la paix, l'éducation, etc., la civilisation ». Tout le monde prétend faire pour notre bien-être, mais souvent sans consulter, sans nous consulter, sans discuter avec nous, sans nous expliquer où il veut aller. Et pour ce qui concerne le Premier ministre et le gouvernement, le président de la République, c'était de nous dire, d'abord la déclaration de politique générale, c'est une affaire de gentleman. La Constitution, les lois, les républiques, c'est une affaire de gentleman. Voyez comment ils fonctionnent les Anglais. Une affaire d'élégance quand même. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens, on révise la Constitution, vous révisez votre règlement intérieur, puis après je vous fais du mbass, comme on dirait en Wolof, après vous voulez installer quoi comme condition de dialogue? Pas possible. Mais alors aujourd'hui, votre parti est-il prêt pour ces élections anticipées? On appréciera quand ils diront, puisque chacun est dans le... Est-ce que vous, au niveau de votre parti, vous vous préparez à une telle éventualité? Comme parce que tout à l'heure, vous craignez un peu l'effet surprise. Vous savez, ce qui vicie d'ailleurs la démocratie au Sénégal, c'est que quand Macky a voulu sortir une boîte magique, comme on dirait dans l'épée, là, l'escrime, en 2022 en disant je mets 90 sur les listes départementales, la réponse de l'opposition, ça a été chiche. On va nous mettre des intercoalitions dans les départements. La surprise n'est pas toujours du côté où on l'attend. C'est pourquoi il faut éviter ce jeu où chacun joue à malin et demi. On ne joue pas à malin et demi. D'élections anticipées législatives. Mais depuis qu'on nous a installés, le 13 septembre 2022, on s'est dit que le 12 septembre 2024, l'Assemblée va être dissoute.
Et croyez bien, ceux qui sont les plus préparés, c'est les députés. Parce que c'est la première législature où les gens ont voulu aller dans des banques faire des emprunts. On leur dit, oh, mais vous avez une durée de vie de 2 ans, donc on ne peut pas vous faire des prêts sur 5 ans. Ils n'ont pas pu avoir les véhicules habituels, encore que je trouve que c'est normal dans une certaine mesure, mais ce serait normal si c'était étendu à toutes les institutions de la République, s'il n'y avait pas des agences où les gens tapaient des véhicules à 80-90 millions, comme on l'a vu dans le cas de l'ONAS, ou des plans auto comme en veux-tu, en voilà. Donc, les plus préparés, c'était les députés. Donc, nous, il n'y a aucun souci. On se prépare et on verra le moment venu. Dans le cadre justement de cette dynamique d'aller vers des élections législatives aujourd'hui, vous avez parlé de situations assez complexes. Alors, de votre point de vue, avez-vous l'impression aujourd'hui que c'est un moment difficile pour notre démocratie, allusion avec justement ces élections qui sont annoncées, ces élections anticipées? Très sincèrement, j'estimais que, après tout ce qu'ils ont dit, après nous avoir promis, justement la très promise, un Sénégal de nos rêves, un autre Sénégal, avec les accents qu'ils y mettaient, jusqu'à convaincre les plus sceptiques, et faire en sorte qu'effectivement au Sénégal, il y a eu une majorité qui ont cru à des lendemains meilleurs. On espérait que les gens se mettraient à la hauteur de la situation et se départiraient des petits calculs. Parce que, au fond, ce qui compte, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, qu'on dise, est-ce que le Sénégal a fait des progrès sous le régime de Pastef et sous la coalition Diomaye Président, ou est-ce qu'elle n'a pas fait de progrès? On a le droit, nous, n'étant pas de ce régime-là, de dire, d'être raisonnablement, j'allais dire, réaliste, de dire que ce qui se passe, les nominations qu'ils font, qui sont, prenons l'exemple des nominations, et on va peut-être faire une parenthèse sur l'affaire de l'ONAS. Vous voyez, il y a des gens qui ont eu à l'ONAS à faire l'objet de rapports de l'ARMP, de décisions du Conseil d'arrêt, du Conseil de la Cour suprême, pour leur demander de reprendre des marchés qui étaient mal engagés ou des deniers publics donc étaient en jeu. Ces personnes qui ont refusé de se soumettre à la loi et aux décisions des instances de régulation de la Cour suprême, laquelle Cour suprême a dit dans d'autres arrêts que nous n'avons pas de moyens de contraindre le DG de l'ONAS à se plier à la loi. C'était sous le régime de Macky, 2019-2020. Ces personnes ont été nommées à de nouvelles fonctions dans le régime de Diomaye. Alors, la question que je dis, si le président Diomaye ne savait pas, il n'avait pas le droit de ne pas savoir, d'autant qu'ils avaient invoqué le cas de cette personne à plusieurs reprises, surtout M. Sonko. Si le président Diomaye ne savait pas, il sait maintenant quelle disposition il va prendre. C'est ça le changement, c'est ça la rupture. Il s'est trompé de bonne foi, mais cette nomination est innommable. Cette personne est innommable. Est-ce que je change ou je persiste? Il y a d'autres qui ont été nommés dans des conditions à peu près similaires. Est-ce que nous changeons, nous apprécions, nous disons, de nous djoumoun, de nous djoubanti comme ils disent eux? On s'est trompé. Mais on dit, boudé de ngeen djoum, de ngeen djoubanti. Boudé nak yena djoubanti wulen, ça veut dire qu'il y en a taille. Et ce n'est pas la seule fois. Deuxième chose, puisqu'on a fait une parenthèse sur cette affaire de l'ONAS. Oui. Cette affaire de l'ONAS est un test en grandeur nature de comment le nouveau régime entend faire du djoubanti. Manifestement, il y a là entre l'ancien DG et sa tutelle, et peut-être plus loin que sa tutelle, il y a un différend qui semble porter sur qui attribuer le marché. Et en général, quand on dit à qui attribuer le marché, c'est que quand il y a le loup, comme on dit en français, c'est que c'est flou. Quand il y a des histoires de différents, on va attribuer le marché à X, Y, c'est qu'il y a des intérêts financiers en jeu. Et c'est qu'il y a peut-être ce qu'on redoute le plus d'échange de bouts de services.
C'est cette maladie fondamentale qui a gangréné la République, contre laquelle ils ont dit il faut qu'on mette fin, parce que c'est celle-là qui amène les jeunes à aller en pirogue. C'est celle-là qui fait que le coût de la vie est cher. C'est celle-là qui fait qu'on n'a pas de bons hôpitaux ou qu'on n'a pas suffisamment de postes de santé. C'est celle-là qui fait que la dame qui est au Saloum là-bas tire encore l'eau de son puits avec la corde. Et nous allons remettre l'argent, cet argent-là, à ces gens-là. On ne l'a pas encore vu, ça ne bouge pas encore. Et toute la République sait qu'il y a les lobbies qui tenaient ça, qui nous ont donné un assainissement pendant longtemps, qui était et des inondations, et nos maisons qui sont envahies par des égouts et tout. Ces gens veulent se perpétuer. C'est ça la cause. Et c'est là qu'on les juge. Oui, mais par exemple, il y a une commission d'enquête qui est annoncée par l'Assemblée nationale par rapport à l'affaire ONAS. Oui, où en êtes-vous avec ce dossier? Bon, nous-mêmes, nous avons déposé plainte. Moi, personnellement, j'ai déposé plainte. Parce que je pense que le procureur de la République ne devait même pas attendre la plainte. Il s'est saisi des questions beaucoup moins impactantes pour la République. Là, il s'agit de deux personnes qui ont différents, qui chacun donne suffisamment de preuves de ce qu'il y a de fortes suspicions, en tout cas de mauvaises manipulations des deniers publics. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Et donc, le procureur doit s'autosaisir. Mais sinon, on a beau mettre en place les brigades financières, ça veut dire, comme sous Macky, comme sous Wade, ce sera pour l'opposant. Ce ne sera pas pour ceux qui touchent au denier public. Que tout le monde soit égaux, toutes les personnes soient égales devant la loi. Non. Et nous attendons de voir ce qui va se passer. Et vous n'avez pas encore eu suite de cette plainte? Non. Et d'ailleurs, un gouvernement, un parti qui a fait sa réputation sur des affaires comme les affaires de 94 milliards, tout ça, devrait être beaucoup plus exigeant que nous sur cette question-là. Et dire, vraiment, c'est le test pour montrer que ce que nous avions dit, nous y croyons. Nous ne croyons pas aux hommes, comme disait quelqu'un. On ne croit pas aux hommes d'après ce qu'ils disent, mais d'après ce qu'ils font. Les actes qu'ils posent. Les actes qu'ils posent. Oui. On les a crus, on a voté pour eux. Maintenant qu'ils posent les actes qui soient conformes. Et moi, j'étais ministre d'un gouvernement. J'ai vu comment les espoirs de gestion sobre et vertueuse, la patrie avant le parti, tout ça, a été transformé par un des systèmes les plus glauques qui a existé au Sénégal. Vous le dites, mais il y a un livre blanc qui a été publié. Vous n'y croyez pas? Je ne vais pas faire un jeu de mots. Peut-être qu'ils auraient dit, si moi je devais publier, j'aurais fait un livre noir. D'ailleurs, je vais écrire. Et qui vous opposerait au livre blanc? Ben, c'est un livre noir parce que l'acte de clôture de ce régime, c'est d'avoir voulu perpétrer un coup d'État contre la démocratie. C'est pourquoi, d'ailleurs, je vais être clair. Moi, je n'ai aucune affinité avec Benno, parce que quand ils ont voulu s'en prendre à la démocratie, j'ai été de ceux qui se sont mis debout pour se mettre contre eux. Et vous avez vu, les gens m'ont insulté, m'ont conspué, des dames ont voulu m'agresser devant la tribune de l'Assemblée nationale. C'est ces mêmes députés, ces mêmes Thierno Sall, ces mêmes valeurs qui sont à moi. Chaque fois que je verrai quelque chose, de mon point de vue, qui n'est pas conforme à la constitution du pays ou qui n'élève pas le Sénégal, je me réserve le droit de dire librement ce que j'en pense, même si une partie de l'opinion ou la plus grande partie de l'opinion peut ne pas comprendre. Mais je pense qu'avec le temps, progressivement, il fera jour. Vous êtes dans l'opposition? Oui, dans la mesure où je ne suis pas manifestement de ceux qui gouvernent. Mais je me réserve, quand ils posent des actes, s'ils posent des actes de nature à faire avancer le Sénégal, non seulement à les saluer, mais à les encourager. Je le dis du fond du cœur, je leur souhaite la victoire. Parce que 5 ans d'arrêt ou de reculade du Sénégal, sur le plan économique, institutionnel, social, c'est notre jeunesse, c'est notre pays qui va être plus difficile à tirer. Et un pays, attention, peut être en faillite. Et il n'y aura plus de ressort pour le sortir de cette faillite. Regardez combien de pays ont fait faillite en Afrique. La Somalie, le Soudan, et 2 pays de la région, je ne veux pas citer, RD Congo. Il n'y a pas les ressorts en interne, les forces, il n'existe plus les forces en interne pour
les tirer du désastre. C'est pourquoi d'ailleurs, cette logique de « ils ont perdu, je dois les écraser », non, on vaut mieux que cela. On doit mettre en place une logique que il ne faut jamais aller dans l'escalade de la contradiction, de la violence, des comportements agressifs, de manière à ce qu'on puisse construire dans ce pays une capacité de discuter, et parce que les défis qui sont devant nous sont tellement immenses. Et attention, encore une fois, on est dans une situation d'endettement extrêmement lourde, une situation de pénurie de tout, une situation de difficulté, de pénurie, quand je dis, c'est les pénuries d'emploi, de place à l'université, pas de vivre, hein, difficulté d'accès à l'eau des uns et des autres. Les gens recommencent à aller en mer. Nous sommes dans une situation très, très précaire. Et je rappelle qu'un pays peut faire faillite. J'en profite pour saluer et demander à ce que la communauté s'indigne pour ce qui se passe en Israël, mais s'indigne également pour le sort fait au Soudan. Donc là, vous rejoignez l'actuel gouvernement sur sa position de dénoncer ce qui se passe en Israël. J'ai toujours dénoncé ce qui se passe en Israël, mais j'ajoute que le Soudan, j'entends même nos frères dans les mosquées, quand ils parlent, disent nos frères en Palestine. Mais au Soudan, c'est pas parce que là-bas, il ne faut pas mettre l'affaire entre juifs et musulmans, c'est plutôt entre Israël et les Palestiniens. Et il y a beaucoup de juifs dans le monde qui sont contre ce qu'Israël fait actuellement. Comme au Soudan, c'est entre musulmans, mais il y a des pays arabes qui sont très impliqués dans ce qui se passe au Soudan, et un massacre. Aujourd'hui, la catastrophe humanitaire au Soudan est aussi forte que celle qui est de la République en Israël, en Palestine plutôt. Sur quoi vous pouvez être d'accord avec les nouvelles autorités et sur quoi vous pouvez ne pas être d'accord? C'est la dernière question. Sur les déclarations, en tous les cas. Les intentions, on est d'accord. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que les intentions ne sont pas suivies d'actes. Et parfois, il y a des actes contraires. Je vous ai parlé, je ne vais pas refaire l'émission, mais les nominations, le projet qui aurait dû être présenté aux Sénégalais, de réformes, que ce ne soit même pas seulement les politiques, mais la société civile, qu'on discute et qu'on dise, bon voilà le calendrier qu'on va aller amener à l'Assemblée. Et dans ces conditions-là, Benno n'aurait jamais eu l'audace de se mettre contre vraiment toute la société qui discute, qui dit voilà les réformes qu'on met en place. Vous vous souviendrez de la réforme de la justice qui avait eu lieu à Diamniadio. Qu'est-ce qu'on a retenu là? Qu'est-ce qu'il en est sorti là? Mais est-ce que vous pensez que dans les tribunaux du Sénégal, depuis, il y a un vent nouveau qui souffle? Est-ce qu'au contraire, on a vu que c'est même plus violent là, que des magistrats du siège, des juges vraiment et des juges d'instruction sont envoyés comme ça dans un bagne, Tamba est transformé en bagne, comme ça parce qu'ils ont eu à connaître des dossiers. Et si on veut reprendre la procédure, il y a des normes et des règles. L'appel ne se fait pas au Conseil supérieur de la magistrature où siège une partie prenante qui aurait dû d'ailleurs désister. Le président Diomaye était partie prenante. Donc, comment voulez-vous montrer de la hauteur et de l'élégance quand vous vous impliquez à des vengeances personnelles alors que Dieu vous a vengé, que la République vous a vengé, que l'histoire vous a vengé, et qu'on vous demande de prendre en charge un agenda pour maintenant régler le problème du Sénégal. Vos problèmes, les Sénégalais les ont réglés. Les juges, s'ils ont tort, s'ils ont raison, moi je refuse de me prononcer sur ce dossier, mais maintenant vous êtes les chefs. Voilà, on nous parle de réforme de la justice. C'est la hauteur. Les hommes, c'est la hauteur. C'est les géants qui font l'histoire. Thierno Alassane Sall, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de la République des valeurs, député non inscrit. Merci encore une fois, ça n'est tout. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Il était là, notre invité, Thierno Alassane Sall, le président de la République des valeurs, député non inscrit. Oui, vous êtes sur la 98.5, vous y êtes, vous y restez. Cette fois-ci, avec Maodo Faye dans le cadre de Dianobi. Au revoir et un grand bravo à l'équipe technique, l'équipe digitale, Alioune Badara Socé aux manettes. Au revoir.
mbaw yu may mbaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé